Merci de nous regarder toujours sur nos plateformes For You Media Africa. Vous suivez l'émission Grand Angle. On parle à présent de cette réaction de la CEDEAO, mais également de Patrice Talon face au retrait de l'AES. Entendez le Mali, le Burkina Faso ainsi que le Niger depuis le 28 janvier 2024. Patrice Talon, alors qu'il était face aux médias locaux du côté du Bénin, a affirmé que la politique des sanctions n'était pas la bonne face aux différents pays qui se sont retirés, mais également à ceux qui restent encore dans la CEDEAO. Faut-il éviter de faire les mêmes erreurs, de commettre les mêmes gestes pour éviter par la suite, par ricochet, que d'autres pays tentent de se retirer? Eh bien, on en parle dans cette émission. On commence avec vous, docteur Sango. Patrice Talon est-il en train de retourner sa veste? Est-il en train de faire un mea culpa? Est-il en train de rappeler les pays que nous avons cités tout à l'heure à revenir au sein de la CEDEAO par ses propos? Je pense que Talon est en train de comprendre ce que plusieurs personnes ont compris dès le début de cette affaire. Dès le début de cette crise-là, il y avait une tendance, les analystes très avisés disaient que ces sanctions-là ne pouvaient pas participer à résoudre le problème, ou du moins la méthode des sanctions qui avait été privilégiée par la CEDEAO était une mauvaise solution proposée à ce problème-là. Donc, au fil du temps, on a vu comment la CEDEAO est restée focalisée sur cette décision, sur cette sanction, n'est-ce pas ici, contre les États de l'AES, mais que malheureusement, ces sanctions-là n'ont pas participé à résoudre le problème. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit bel et bien que ces sanctions-là ont plutôt produit des effets contraires. C'est-à-dire, au lieu de ramener les États de l'AES à la CEDEAO, ou du moins revenir à l'ordre constitutionnel comme le voulaient les acteurs de la CEDEAO, on voit plutôt que ces États-là ont pratiqué des actions contraires qui ont participé à développer leur résilience et leur prospérité au niveau du terrain. Donc aujourd'hui, Patrice Talon est en train de comprendre que ces sanctions-là n'avaient pas lieu d'être. Ces sanctions-là n'avaient pas leur place parce que inefficaces sur le terrain, elles n'ont rien produit. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que Talon aujourd'hui est en train de comprendre que ces sanctions-là, en réalité, ne visaient pas seulement à faire du mal à ces pays de l'AES. Parce qu'il y avait, ou il y a ce qu'on appelle les effets réciproques. Oui. En prenant les sanctions contre les États de l'AES qui étaient jusque-là membres de la CEDEAO, ça produisait des effets négatifs à ces autres pays qui restaient membres de la CEDEAO. C'est le cas par exemple du Bénin. Parce que ces États qui ont été exclus de la CEDEAO avaient ce qu'on appelle les avantages comparatifs dans le fonctionnement de l'économie, non seulement de la CEDEAO, mais de cette sous-région. Lorsque vous prenez par exemple un pays comme le Bénin, c'est un pays qui est doté d'un port maritime, le port de Cotonou. Or, le port étant, du point de vue économique, un instrument qui est censé générer les économies, il doit tourner quotidiennement. Et cette façon donc de tourner là ne peut pas seulement se faire avec les richesses nationales de cet État-là. Ce port a besoin de transiter, de faire des transactions avec des marchandises venant des autres pays voisins. Et parmi ces pays voisins-là, nous avons par exemple le Niger et le Burkina Faso qui utilisaient le port de Cotonou pour faire leurs transactions au niveau des imports et exports au niveau international. Donc, on peut comprendre que le Cotonou soit coupé du ravitaillement, n'est-ce pas, des marchandises du Niger, c'est une perte à gagner pour le Bénin. Et pour éviter donc cela, il veut anticiper. Les pères fondateurs ont bel et bien défini des objectifs. Et parmi ces objectifs, il y avait le renforcement de l'intégration, mais aussi et surtout la satisfaction du bien-être des peuples.
47 ans pratiquement après, on voit bel et bien que la CEDEAO s'est transformée quotidiennement sur le terrain en deux objectifs, c'est-à-dire s'est transformée en un instrument qui joue les objectifs des autres puissances au lieu de jouer les objectifs, n'est-ce pas ici, hein, pour lesquels elle a été initiée. Donc, nous sommes cette think tank ce que j'appelle la tendance des consolidologistes qui pensent que aujourd'hui la présence impérialiste occidentale qui pense que l'influence occidentale doit encore se maintenir en Afrique avec ce système de la France-Afrique sont en train d'être bousculés par les États de l'AES Sahel et que j'appellerais la tendance des transitologistes qui peut avoir une autre alternative. Et lorsque vous voyez donc l'analyse sur le terrain, vous vous rendez bel et bien compte que même s'ils ne sont pas nombreux, c'est-à-dire ceux qui représentent la tendance des transitologistes, les fruits sur le terrain montrent plus qu'ils sont dans la bonne voie, la voie qui doit, n'est-ce pas ici, hein, participer à sortir le continent de cette oppression occidentale et impérialiste. On voit bel et bien que ces pays du Sahel ont compris que des pays africains n'est pas interne, sans toutefois toucher le problème important qui est le problème de la souveraineté. Parce que si les États africains n'arrivent pas à comprendre que pour que les États africains soient prospères, pour que le peuple prospère de plus en plus sur le plan interne, il est important d'attaquer importante au niveau international, ils n'auront rien compris. Il faut parce que souveraineté, ça qui participeront à améliorer les conditions de vie de votre population. Si vous n'avez pas votre souveraineté, vous aurez toujours la monnaie, n'est-ce pas ici, hein, du franc CFA que vous allez toujours utiliser et qui ne va pas, n'est-ce pas, vous permettre, n'est-ce pas ici, hein, de jouir de vos matières premières et de vos ressources naturelles. Donc moi je suis en train de voir que Talon est rattrapé par la réalité. Il vient de comprendre la réalité et il veut donc anticiper pour amener ces pays qui sont encore dans la CEDEAO de revoir leur manière de fonctionner, quitte à ce que la CEDEAO se reforme pour s'adapter à la nouvelle donne. Les pourparlers des négociations qui sont de plus en plus portées aujourd'hui par cette CEDEAO là, qui vise, n'est-ce pas, ici à ramener les États du Sahel au sein de cette institution là. Moi je pense pour ma part que ça ne va pas prospérer parce qu'il se fait tard. Il se fait tard. Peut-être qu'ils le savent, peut-être ils le savent, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que la CEDEAO doit faire tout simplement, c'est de prendre acte de ce que les États du Sahel sont en train de faire et de les accompagner dans cette logique-là. Parce que ce que les États de l'AES sont en train de faire, ils n'excluent personne. Il n'exclut personne, contrairement à la CEDEAO qui exclut les membres parce que tel membre a fait ceci ou n'a pas fait cela. L'alliance Liptako-Gouma reste une alliance ouverte, capable de dire n'importe quel État qui partage la vision de l'alliance. Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui du dialogue, de la négociation, on ne doit pas faire comme si ces États de l'AES étaient depuis l'origine fermés à la négociation ou pour parler. Non, le problème de cette négociation-là, c'était parce que, en réalité, les pays veulent un esprit condescendant d'injonction concernant par exemple. Or, la négociation, lorsque vous venez sur une table de la négociation, vous ne venez pas avec un esprit d'injonction, d'ingérence, vous venez avec un esprit de dialogue et de proposition. C'est ce que les États du Sahel demandent et ont toujours demandé. Donc aujourd'hui, moi je pense que nous sommes en train de vivre une nouvelle étape qui risque dans les prochains jours sonner l'émiettement ou si vous voulez l'émiettement même de la CEDEAO. Parce que lorsqu'on fait aujourd'hui la comparaison entre cette AES
qui n'est pas encore bien consolidé sur le terrain. Et la CEDEAO, on voit bel et bien que sur le plan des fruits et de la rentabilité sur le terrain, l'AES a largement pris le dessus sur la CEDEAO. Et je pense que c'est un écart qui aura des conséquences significatives sur l'avenir de la CEDEAO. Donc, comme talon, il y aura d'autres présidents de cette CEDEAO qui vont également prendre des positions parce que ce sera l'avenir de leur pays qui sera en danger. Ils ne vont pas accepter que leur pays sombre dans la récession économique parce que les sanctions ont été prises au sein de la CEDEAO. Il faut rappeler que la CEDEAO reste une confédération des États et avant d'être confédération des États, il y a d'abord ce qu'on appelle la souveraineté nationale des États, l'intérêt national de chaque pays. À partir du moment où une organisation à laquelle vous appartenez n'arrive plus à jouer le rôle pour lequel il devrait jouer, à partir du moment où une organisation travaille pour mettre en péril les objectifs de votre pays, ce n'est que de la responsabilité de chaque pays de prendre sa main pour dire que ici, il faut faire ceci ou alors je pars. Donc, aujourd'hui, on va vivre ce scénario-là au sein de la CEDEAO où les intérêts nationaux des États vont prévaloir sur les intérêts de cette confédération-là parce que cette confédération-là est totalement antagoniste aux objectifs régionaux de cette localité, mais aussi et surtout aux objectifs des peuples de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Merci, merci docteur Sango. On retrouve tout de suite chez Elou Lawson. En 2023, le Mali et le Burkina Faso avaient formé une délégation pour se rapprocher de la CEDEAO et demander leur réintégration au sein de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest après avoir été sanctionnés, après avoir été exclus totalement de tout ce qui était activité de celle-ci. En 2024, les différents pays mentionnés tout à l'heure ont décidé de se retirer et cette fois-ci, c'est la CEDEAO qui parle de reconquête. C'est Patrice Talon qui parle d'abandonner la politique des sanctions. Comment comprendre ce rétropédalage de la CEDEAO alors même qu'on a l'impression, chez le Lawson, que les carottes sont cuites? Oui, tout à fait. Vous savez, Madame Begoudé, la déclaration de Patrice Talon, le président du Bénin, est assez amusante quand on est un observateur avisé de l'histoire hein, et surtout de la dynamique de fond et que tout à l'heure j'ai évoqué dans le cas du Congo, qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a le monde qui est en train de changer de paradigme et on assiste à des bouleversements sur le plan géopolitique mondial, mais ces bouleversements, ces déplacements, ces dérives des plaques tectoniques se ressentent même au sein des organisations et qui les force à changer de logiciel, à comprendre que, il faut radicalement aller vers la rupture. Et cette rupture est enclenchée par les forces sociales, par les dynamiques des peuples. Et ça, les dirigeants qui ont voulu faire s'enfermer dans une forme de cécité, dans une forme d'autisme, parce qu'ils sont les zélotes, les prêtres, n'est-ce pas, de ce discours, de ce narratif néocolonial, aujourd'hui se rendre compte qu'il faut absolument changer, n'est-ce pas, de braquet pour reconnaître la réalité des faits, pour s'inscrire dans cette dynamique sociale, dans cette dynamique géopolitique. Alors, Monsieur Talon, c'est quand même extraordinaire. C'est lui qui portait, n'est-ce pas, ce discours d'agression envers le Niger. C'est lui qui disait que toutes les options sont sur la table et qui menaçait en s'appuyant justement sur le plan de la CEDEAO. Et c'est lui aujourd'hui qui revient un peu complètement désabusé parce que il reconnaît aujourd'hui que son peuple ne l'a pas suivi. Il reconnaît que la CEDEAO, sa stratégie est un échec et qu'il faut repenser à la CEDEAO. C'est peut-être un éveil de conscience. Hein. Il est éveillé à la raison et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut saluer.
Mais au-delà de la communication, pour reprendre au niveau de l'action, au niveau de l'opinion de son pays, du Bénin, parce qu'il demandait même à la population de lui faire des solutions, de proposer des solutions, c'est un échec, en fait. Un échec sur toute la ligne, aujourd'hui, de cette organisation. La CEDEAO a échoué. C'est un constat. A échoué parce que c'est une organisation qui, quelque part, est dans la crise de ses centenaires. Voyez-vous, fondée en 75, l'objectif, c'est une intégration économique. Et sur le plan économique, eh ben, c'est un échec cuisant, Madame Begoudet, sur toute la ligne. Et les présidents, les chefs d'État de la CEDEAO doivent se rendre compte de cette réalité et repenser l'organisation à un CEDEAO 2.0 en intégrant la dynamique, n'est-ce pas, qui se passe au niveau de l'AES, repenser l'avenir de cette organisation. Sinon, eh ben, il faut reconnaître tout simplement, constater l'inefficacité de la CEDEAO est complètement l'enterrer. Voyez-vous? Alors, l'échec sur le plan économique, quelques agrégats, si on convoque, n'est-ce pas, une grille de lecture économique, en tout simplement en invoquant le carré magique de Nicolas Caldor, on se voit que tous les agrégats économiques ne sont pas au rendez-vous. Macroéconomie ne sont pas au rendez-vous. Une économie, d'abord, se structure autour de la monnaie. C'est la monnaie qui permet à une zone géographique de pouvoir faciliter les échanges entre les États, de faciliter la mobilité des biens et des services. Alors, si on essaie de voir un peu, d'interroger le bilan de ces 48 ou 49 ans de la CEDEAO sur ces agrégats macroéconomiques, eh bien, la CEDEAO a échoué à pouvoir établir une monnaie commune pour la région. C'est incroyable. 50 ans et on est incapable, n'est-ce pas, d'arriver à l'outil même d'intégration. Ça pose quand même de sérieuses questions sur cette volonté politique d'atteindre les objectifs qui se sont fixés les pairs de la CEDEAO. Le deuxième élément, c'est la circulation des biens et des personnes. Vous prenez un bus de Lagos pour aller à Dakar, vous imaginez toutes les tracasseries qui sont sûres. D'abord, il faut qu'il y ait des infrastructures de route, mais ensuite des blocages douaniers, des policiers ou qui vous raquettent sur tout le chemin. Et si vous faites un parallélisme de forme avec l'Union européenne, j'étais l'année passée à Paris, je suis allé comment on l'appelle, aux Pays-Bas. Ben, c'est quand tu traverses un pays à l'autre que tu te rends, c'est une plaque qui te rends compte que tu as quitté un pays pour un autre. C'est vraiment la circulation des biens et des personnes. Les frontières n'existent pas, alors que c'est ces Occidentaux qui sont venus balkaniser l'Afrique, saucissonner l'Afrique, diviser pour mieux régner. Et les pères de l'indépendance, comme Nkrumah, comme Lumumba, ont essayé de convaincre les autres pour dire, ben, il faut revenir sur ces frontières qui nous divisent. Et si nous gardons ces frontières, bien évidemment, nous continuons à perpétuer le legs colonial, et on ne peut pas se développer dans ces conditions puisque les Occidentaux, les colons l'ont fait pour que nous ne nous développions pas. Mais néanmoins, il y a un groupe, le groupe de Casablanca, a choisi plutôt l'intangibilité de ces frontières et qui aujourd'hui nous garde dans ces cloisons coloniales. Alors la CEDEAO, dans son imaginaire, a proposé justement à travailler à ce que cette frontière saute pour permettre la libre circulation des Africains dans cet espace économique, mais ça a été un échec aussi sur toute la ligne. Alors la CEDEAO aujourd'hui, non seulement sur le plan économique, donc quand on convoque, comme je le disais tout à l'heure, ces agrégats macroéconomiques, et au niveau de la balance des paiements, il n'y a pas des échanges commerciaux entre ces pays, comparé par exemple à l'Union européenne, c'est plus de 60%, n'est-ce pas, d'échanges, mais quand vous venez en Afrique, c'est à peu près 2%, 2 à 5% d'échanges entre les pays, puisqu'ils sont restés dans des économies de rente,
de production de matières premières et ils ne peuvent pas commercer entre eux puisqu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas un tissu industriel économique qui s'intègre dans la sous-région. Eh bien, cette région existe un peu comme s'ils vivent dans un parallélisme parfait et ça ne facilite pas, n'est-ce pas, l'intégration économique. Alors, au-delà de l'échec sur le plan économique, mais la CEDEAO s'est transformée sur un autre champ, le champ politique. C'est devenu une organisation politique, un syndicat des chefs d'État, ou même sur le plan politique, c'est un échec également sur toute la ligne. Regardez tout simplement les grandes guerres qu'a connues cet espace-là, que ce soit la rébellion au niveau de Libéria, qui a fait des centaines de milliers de morts, en Sierra Leone, et tout récemment en Côte d'Ivoire, la CEDEAO n'a été qu'aux côtés, n'est-ce pas, des forces impérialistes pour semer le chaos dans ces pays. Et enfin, la question du Sahel, la question du terrorisme depuis 10 ans, qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire pour aller vers le soutien de ces pays pour combattre le terrorisme? Rien du tout. Plutôt, la CEDEAO a manqué de solidarité, a manqué de compassion. Aucun soldat n'a été envoyé dans ces régions pour contrôler le terrorisme. Et la CEDEAO était complètement témoin de ce drame, de ce manque de solidarité, d'humanisme. Et quand ces pays décident, n'est-ce pas, de s'approprier des leviers de souveraineté sur le plan de la défense, sur le plan de l'économie, sur le plan justement de revoir les accords néocoloniaux, eh bien c'est la CEDEAO qui monte au créneau, tout simplement parce que cette organisation a choisi de se caporaliser, de se laisser complètement phagocyter, de devenir un instrument de domination et de contrôle dans les mains de l'Occident pour pouvoir imposer son desiderata, comme le ferait si bien Macron en donnant des injonctions, n'est-ce pas, au président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo et Tinubu, pour pouvoir punir les États membres, comme le cas du Niger. Donc aujourd'hui, c'est un échec sur toute la ligne et Talon anticipe, hein, et ça, il est un économiste, il vient du monde des affaires, il comprend la nouvelle dynamique qui se met en place, la puissance des États du Sahel, c'est 2,7 millions de kilomètres carrés, c'est 70 millions de personnes, c'est l'économie de ces États nourrissent les ports côtiers de Cotonou jusqu'à Dakar, et donc le départ justement de ces pays-là qui sont en train de se reconstruire autour d'une révolution sur le plan économique, politique et de la nouvelle gouvernance, eh bien, change les donnes. Et c'est un appel aujourd'hui à refonder la CEDEAO, à aller vers une rupture avec, je dirais, l'âme colonialiste pour pouvoir que la CEDEAO redevienne, en tout cas, la nouvelle organisation qui puisse devenir un vrai espace de progrès, de technologie, de développement, d'intégration économique pour le bien des Africains. Et ça prend une nouvelle vision, une nouvelle gouvernance, un nouveau leadership. Merci, et c'est ce que montre qui est avec brio sur cette question. Merci à vous, Cheilou Lawson, pour cette analyse sur la question. Eh bien, docteur Sango, après les détails qui ont été donnés par Cheilou Lawson sur le plan économique, mais aussi démographique, on comprend peut-être l'attitude de Patrice Talon aujourd'hui qui donne l'impression de vouloir se rapprocher des pays de l'AES, mais on n'oublie pas, docteur Sango, que le réel déclic a peut-être été le fait que les différents pays de la CEDEAO ont tenté d'agresser le Niger sur le plan militaire et que ce pays était justement parmi les soutiens. Aujourd'hui, la CEDEAO dit vouloir reconquérir ces trois États par des médiations, des conversations que le Mali, le Burkina Faso et le Niger demandaient par le passé. Cotonou, lui, parle de changer la stratégie de communication et de gestion des différents pays de la CEDEAO. Mais est-ce qu'on est là vers la dislocation de cette CEDEAO pour l'acheminement de certains pays vers l'AES? Bien évidemment, parce que lorsque on lit l'avenir de cette organisation, nous sommes bel et bien en train de nous acheminer vers cette dislocation de la CEDEAO dans les jours à venir. On voit bel et bien que ceux qui sont encore membres de cette organisation n'arrivent plus à parler avec unanimité et univocité sur les actions prises même par cette CEDEAO-là. Au moment où certains y voient
un outil important pour mettre la pression à ces États du Sahel. D'autres y voient plutôt un outil inefficace qui mérite d'être abandonné. Donc, cette divergence de point de vue au sein de cette organisation-là reste un indicateur important qui montre que dans les jours à venir, la CEDEAO peut, au même rythme que, ou alors au même titre que le G5 Sahel, procéder à son éclatement, voire même à son implosion à partir de l'intérieur. Est-ce que vous voyez des potentiels pays qui pourraient se rapprocher de l'AES? Absolument. Il y a ce qu'on appelle les indices sur le terrain. Lorsqu'on voit les actions et le comportement de certains États de cette organisation-là vis-à-vis, n'est-ce pas, ici, de leurs relations avec les États de l'AES Sahel, on comprend bien qu'ils restent disposés à intégrer ou du moins à collaborer, à négocier avec ces États de l'AES du Sahel. Il faut rappeler qu'en réalité, même lorsque deux États sont en guerre, même lorsque deux continents ou deux puissances se font la guerre, ces puissances-là restent souvent interconnectées au niveau des échanges économiques. Ce n'est pas parce que vous avez, n'est-ce pas ici, une discointance dans le point de vue d'une situation, ce n'est pas parce que vous êtes en guerre, en conflit, que toutes les qui participent à faire fonctionner votre État. Ouais. C'est ce que la CEDEAO n'a pas compris, qui est aujourd'hui en train de se manifester, de se sentir dans ces différents États-là. Vous ne dire que vous prenez les sanctions contre les États de l'AES Sahel et à dire par exemple que vous ne contre ces États de l'AES qui ont décidé d'éclater, n'est-ce pas ici, l'organisation et continuer à vouloir que les États-là changent avec votre économie. Il y a cet effet, n'est-ce pas ici, un réciproque que vous allez automatiquement ressentir. Parce que lorsque vous voyez les pays comme le Mali, les pays comme le Niger et même le Burkina Faso, ce sont des pays qui, en termes de matières premières, sont nantis, tellement importants. Lorsque vous voyez, c'est pratiquement 5% de la superficie même de la CEDEAO qui vient n'est-ce pas ici, d'être éclaté, parce que un pays comme le Mali, c'est au moins la Côte d'Ivoire. Le Mali est un pays densément vaste, un pays qui en termes de superficie représente, n'est-ce pas ici, une grande chose au sein de cette communauté-là. Donc, n'a pas seulement pour effet négatif ces pays qui partent, mais ça est négatif pour cette CEDEAO-là qui peut aussi un nombre d'avantages comparatifs, par exemple. En partant de cette organisation-là, la CEDEAO ne sera plus le même. La CEDEAO et avoir militaires les mêmes chiffres d'hommes. Cette CEDEAO au niveau international, n'est-ce pas ici, une puissance aussi importante. Donc, il y a une chose qui semble être inévitable. C'est quoi? C'est que la CEDEAO a défaut de... C'est-à-dire, dans les jours à venir, on peut assister à une sorte de refondation de la CEDEAO ou tout simplement à sa disparition et à son éclatement, comme nous avons vu avec le G5 Sahel. Parce que le G5 Sahel aujourd'hui, c'est une coque vide. Ça n'existe presque pas, puisque les deux là aujourd'hui, de manière officielle, le Tchad et peut-être la Mauritanie, ne peuvent plus se réunir, ne peuvent
efficaces, ne peuvent plus peser au sein de cette organisation-là. Donc, justement, ils ont rendu, ils ont mis fin également à ce G5 Sahel. Et c'était ça l'objectif important des pays de l'AES, parce qu'en sortant de cette organisation-là, l'objectif c'était que cette organisation-là puisse aussi se reformer ou alors éclater. C'est la même chose avec la CEDEAO. Et cette manière de faire, Madame Begoudé, pour ma part, reste cohérente. Parce que l'objectif des États de l'AES Sahel, c'est de tuer toute action, ou si vous voulez, tout d'impérialisme au sein de cette communauté-là. Parce que la CEDEAO et le G5 Sahel se sont présentés de manière pratique comme étant des outils de l'impérialisme à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette région-là. On voit bel et bien que les puissances occidentales utilisaient ces organisations d'intégration sous-régionale pour avoir une influence, n'est-ce pas, sur ces pays-là qui malheureusement travaillent pour acquérir leur souveraineté. Donc, par exemple, de la CEDEAO et du G5 Sahel, vous allez vous rendre compte que les prochaines étapes seront également orientées vers toutes ces institutions, tous ces éléments de la France-Afrique qui existent encore dans cette localité-là. Par exemple, le problème, par exemple, de la monnaie, le franc CFA. Parce qu'il faut reconnaître que ça reste aujourd'hui l'épée de Damoclès qui pèse la tête des États africains et qui les empêche, n'est-ce pas, de voir pas essayer un clair sur leurs matières premières et leurs ressources naturelles. Donc la question ne se pose plus, à mon avis. La CEDEAO aujourd'hui est totalement impuissante. C'est une coquille vide qui est avec respect sur le plan international. On voit la situation du Sénégal. La CEDEAO aujourd'hui reste tout simplement cette institution qui décision mais qui ne peut pas l'appliquer sur le terrain. Les décisions ne sont plus respectées, elles sont prises par cette organisation. Donc ça montre qu'en réalité elle ne représente plus rien. Et cela montre que les États de l'AES Sahel sont en train de ou du moins d'apporter une sorte d'alternative en termes d'intégration dans cette sous-région là, parce que l'objectif c'est l'intégration. Si la CEDEAO avait été créée, c'était d'abord renforcer l'intégration économique. Or, 9 ans après, cette organisation-là a échoué parce que l'intégration au niveau de l'Afrique de l'Ouest n'est pas une réalité. On voit bel et bien que le développement de ces États-là n'est pas une réalité. Donc, il faut lancer une nouvelle institution qui va réaliser ces objectifs et qui va permettre que ces États-là puissent aussi décoller économiquement. Parce que les organisations d'intégration sous-régionale, on aura toujours besoin de ça. On en aura toujours besoin. Oui. C'est des outils efficaces de développement et de croissance. On ne peut pas penser... utiliser quand ils sont utilisés à bon escient. Parce que on ne peut pas penser l'Afrique qui est dans une situation, n'est-ce pas ainsi, de diversité et qui est dans la logique de son unité sans procéder par les organisations d'intégration sous-régionale. Parce que si on veut l'Afrique qui reste indispensable, qui permettra à cette Afrique-là de se développer, il y a deux façons de faire. Il y a, n'est-ce pas ici, c'est-à-dire qu'on peut décider en un seul instant de dire qu'aujourd'hui, l'Afrique devient un pays des États-Unis d'Afrique, en utilisant par exemple l'Union africaine, quelque chose comme ça là. Mais il y a beaucoup plus pratique qui est c'est-à-dire le régionalisme. On n'est-ce pas, l'unité du continent à partir, n'est-ce pas, de ces régions. Et ces régions-là se matérialisent à travers les organisations d'intégration sous-régionale. C'est pour cela que je dis qu'elles restent aujourd'hui indispensables parce que on a besoin de ça. Regardez par exemple comment se passe l'Union européenne aujourd'hui. L'économie, l'Europe aujourd'hui est classée parmi les puissances économiques au monde justement à cause de l'Union européenne. L'Union européenne est, à mon avis, par exemple, l'un des éléments ou alors l'un des processus d'intégration le mieux réussi à travers le monde parce que ça rappelle
justement les objectifs et les intérêts de ces pays occidentaux. Dans nos pays africains, par exemple, on voit bel et bien que ces organisations d'intégration sous-régionale qui, à cette Union européenne, n'ont pas acquérir d'une organisation d'intégration sous-régionale qui reste l'autonomie et l'autofinancement. Et ce sont ces deux faits donc en sorte que les puissances occidentales les tiennent, les influencent et les manipulent à leur guise. Donc, lorsque vous voyez l'attitude des États de l'AES, ils sont dans cette dynamique-là qui voudrait que l'intégration sous-régionale leur soit contrôlable, c'est-à-dire une organisation qu'ils pourront contrôler et qui sera totalement qui sera totalement financée par les États membres et qui va permettre donc que les objectifs sur le terrain soient atteints et respectés. Parce que tant que vous ne vous financez pas, tant que quelqu'un d'autre qui vous finance, comme nous avons le cas avec l'Union africaine là aujourd'hui, il est clair que vous ne pouvez pas implémenter votre vision sur le terrain. C'est celui qui finance qui va toujours vous dicter ce que vous devez faire sur le terrain. Donc voilà, à mon avis, comment il faut voir la situation. La CEDEAO n'a pas rempli cet objectif-là. On est aujourd'hui en train de vouloir la mettre de côté, la faire disparaître pour la remplacer par une organisation solide qui sera cette fois-ci capable de jouer les intérêts des États africains. Merci, Dr Sango. La dernière prise de parole sur ce sujet revient chez le Lawson. Est-ce que la CEDEAO, et puis à travers ces différentes tractations actuelles, que ce soit les menaces, d'ailleurs, on l'a constaté, après la session ordinaire qui s'est tenue il y a de cela quelques jours, qui rappelait à ces pays-là que le délai pour s'en aller est d'1 an, et d'ailleurs que la CEDEAO n'acceptait pas leur départ. Est-ce que la CEDEAO est aujourd'hui en train de se tortiller pour justement ne pas perdre de sa valeur au vu de l'opinion publique, puisqu'on peut citer l'impasse, comme les dirigeants de la CEDEAO l'appellent, qui a été vécue du côté du Mali, du Burkina Faso ou encore du Niger. Est-ce que la CEDEAO joue sa survie sur la question du retrait de ces 3 pays? Oui, je suis absolument en parfaite symbiose avec vous, Madame Begoudé. La CEDEAO joue sa survie. La CEDEAO ne comprend pas qu'elle est une organisation du passé. Et ceux qui même pensent, c'est peut-être un léger, je dirais, divernamento que j'aurai avec le docteur Sango. Je ne pense pas que la CEDEAO va pouvoir survivre à ce qui se passe. Parce que si les choses sont passées à un autre niveau. Vous voyez, les organisations régionales ont été pensées comme étant des approches pragmatiques pour aller vers l'unité ou l'union du continent. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sahel, je pense que les organisations régionales sont dépassées. Et vous allez tout à l'heure voir que le Sahel, la dynamique qui est enclenchée au Sahel ne va plus, en tout cas, être une dynamique régionale, mais c'est une dynamique panafricaine. Le Sahel est entré dans cette rupture, n'est-ce pas, cette rupture épistémologique, cette rupture avec les fondements même de la structure de domination france-africaine et qui se sont exprimés par le rejet des bases militaires. Ce n'est pas le cas dans les autres pays de la CEDEAO, la remise en cause justement de cette domination culturelle en inscrivant dans leur constitution le fait que le français est rétrogradé à un niveau de langue de travail et que les langues nationales ont pris, n'est-ce pas, du vent dans l'aile. Les questions des accords qui sont dénoncés, ces accords léonais qui maintiennent depuis plus de 60 ans les pays africains dans une forme de domination néocoloniale et qui est le refus, n'est-ce pas, de la France de décoloniser l'Afrique. La question
diplomatiques et aussi des constitutions qui sont des copies-collées et qui ne répondent pas à la volonté des peuples africains, à la gouvernance, et fondamentalement la question militaire, et qui est également une forme de rupture, n'est-ce pas, à cette armée coloniale imposée qui constitue tout simplement non pas à protéger les territoires, les biens et personnes, mais à servir de garde prétorienne pour maintenir des vassaux à la tête de nos pays. Donc nous sommes sur le plan même de la dialectique, sur le plan des fondamentaux théoriques, sur les axes axiomatiques même du fondement géopolitique, du fondement politique et anthropologique dans une rupture. Et cette rupture, la CEDEAO en tant qu'organisation, qui est donc l'instrument de cette néocolonialité, ne peut pas rattraper, n'est-ce pas, cette avance des pays de l'AES et ne sont même pas dans cette dynamique. Donc les colmatages, les tentatives de ramener à la case prison ces pays qui ont embrassé la souveraineté et qui sont dans la rupture, eh bien, ce n'est pas rattrapable. L'envol, n'est-ce pas, des États du Sahel, leur positionnement, leur vitesse de croisière, leur positionnement en orbite autour de la souveraineté a pris une ascendance qui, ça va être difficile à rattraper. Sur le plan économique, vous voyez, cette rupture va aller dans le sens également du retrait de l'UEMOA, du fait que les pays du Sahel vont bâtir leur propre monnaie, qui va être une monnaie qui va s'arrimer sur l'or, actif très tangible, dont dispose justement le Burkina et le Mali, et ce qui n'est pas concevable pour les autres pays restés dans la CEDEAO, qui s'accrochent encore au franc de néocolonial du franc CFA, et ou encore de ces monnaies, enfin, qui, comme le Sidi, le Naira, mais qui en réalité ne sont que des succursales du dollar, en quelque part. Donc, on est très intégré, là, ces pays sont intégrés dans cette architecture de domination états-unienne, de ce monde-là qui est en train de basculer, qui fait que s'ils ne font pas leur propre mur, s'ils ne font pas leur aggiornamento, ils ne peuvent pas rattraper cette nouvelle dynamique qui ouvre même le marché des BRICS aux pays du Sahel. Alors le Sahel va pouvoir, ce n'est pas seulement une question de révolution sur le plan régional, mais plutôt le Sahel va servir de force synergétique pour l'Afrique elle-même. Vous allez voir que l'effet d'osmose va se produire, c'est-à-dire l'effet d'osmose, la dynamique économique, la dynamique qui va être implémentée au cœur du Sahel va entraîner les populations, va entraîner les autres pays, et s'ils ne font pas ce changement, des révolutions politiques vont se produire dans ces pays. Donc on va vers le plan panafricain, on va vers ce marché, le ZLECAf, et qui va faire en sorte que ce n'est pas seulement une rupture au niveau de la CEDEAO, mais le Sahel va entraîner toute l'Afrique dans une autre dynamique qui feront que d'autres pays vont se rejoindre le Sahel, et c'est vraiment ce panafricanisme qui se met devant nous, qui se structure devant nous, et vous allez aussi remarquer que les bases de ce développement, les bases de ce projet porté par le président, les 3 étoiles, Ibrahim Traoré, Tiani et le capitaine Goïta, ce leadership-là lance ce fusée à pleine puissance, et cette fusée-là, aujourd'hui, se matérialise par ces accords avec la Russie en termes de capacité, n'est-ce pas, technologique, avec les centrales nucléaires, avec la montée en puissance, n'est-ce pas, du Niger sur le plan du pétrole, avec ses gazoducs, avec donc, dans les années à venir, j'anticipe que dans les 10-20 prochaines années à venir, le Sahel va devenir un Eldorado,
un centre même de développement, un pôle scientifique, puisque ces énergies nucléaires, eh bien, ça prend des ingénieurs, ça prend un pôle technologique, un pôle scientifique, et donc il fait en sorte que ça va servir d'effet d'osmose pour attirer les autres pays vers ce centre-là, qui va être le centre automatogène de cette rupture, de ce développement, de cette puissance, de cette montée en puissance de l'Afrique, et qui se structure également au niveau de la défense. Et du point de vue de la défense, eh bien, l'arme nucléaire ou le dôme nucléaire pour l'Afrique va être pensé à partir justement du Sahel. Donc le Sahel sert de cette étoile-là polaire, cette Sirius qui brille et qui va changer toute la dynamique géopolitique et géoéconomique de l'Afrique et surtout aussi au niveau démographique. Merci Cheilou Lawson. Sans transition, nous allons passer à notre toute dernière